Bienvenue dans Ostéo de demain, l'émission pour les futurs ostéopathes. Ici, on va parler des différentes problématiques qui sont rencontrées chez les étudiants en ostéopathie, les jeunes diplômés, ceux qui viennent juste de s'installer, et on va aborder différents thèmes sur cet axe-là. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder le sujet de l'arrivée en P1, la première fois qu'on arrive en tant qu'étudiant ostéopathe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec Or, qui est en P1, Damien en P2 et Johanna en P2 aussi. Alors, je dis P1, P2, première année, deuxième année. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais ici, c'est P1, P2, P3, D1, D2. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Ou plutôt bonsoir, là. Et effectivement, ouais. La nuit est tombée. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de cet aspect assez particulier, de manière générale, sur le fait d'être étudiant, déjà. Parce que vous étiez tous bacheliers avant d'arriver, ou il y avait eu des parcours particuliers? Alors, ouais, aucun d'entre nous, du coup, ouais, aucun d'entre nous. Ok, d'accord. Donc, vous avez déjà été étudiant avant? Ouais. Ok, donc on va aborder ça, justement. Puis après, la particularité en ostéo. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Donc, Or, tu as commencé dans quelle voie avant d'être en ostéo? Alors, j'ai fait une première année de STAPS. STAPS, fac de sport. Juste STAPS, pas de licence LAS, rien du tout. Ok. À Caen. Voilà. Ok. Coucou à Orelsan. Ah oui, ok. Mais voilà, c'était pas forcément un choix, en fait. C'était parce que j'ai pas été acceptée ici l'année où j'ai postulé. D'accord. Et puis sur Parcoursup, STAPS m'a accepté. Je sais pas, allons en STAPS. Donc ouais, ok. Donc tu avais vraiment envie de venir ici. Donc tu as fait une première année STAPS. Et donc là, maintenant, tu as pu arriver ici. Damien? Alors moi, j'ai fait une PACES. Et ensuite, je m'étais réorienté d'abord en licence de biologie. Donc j'ai fait les 3 ans. Ok. Donc j'ai la licence de biologie, au moins. Et je savais déjà que je voulais me réorienter en deuxième année. Mais j'ai fait la troisième pour avoir le diplôme. Ok. Et par la suite, du coup, j'ai postulé que IDEO. Parce que j'habite à côté. J'ai vu de la lumière. Je suis rentré par la porte, voilà. Et j'étais accepté, voilà, je suis rendu là. Ok, donc PACES, donc on a quelqu'un autour de la table qui a connu l'enfer. Déjà, gros vécu. Johanna? Moi, j'ai fait 2 ans de droit et un DEGEPS, un diplôme de sport. Et après, je me suis présentée à IDEO. Ok. Moi, je viens du sud de la France, mais je voulais IDEO et j'ai été prise tout de suite. Ok, je suis curieux de savoir pourquoi IDEO en particulier? Parce que dans le sud, elles étaient moins bonnes en fait. Du coup, je me suis dit, tant qu'à être dans une école d'ostéo, d'en prendre je suis curieux de ça. Enfin, sur quels critères? Alors, toi, c'est parce que c'était à côté de chez toi, ça on a bien compris. Après, je m'étais quand même renseigné un petit peu. Ah bon, d'accord, ok. J'avais mon ostéo qui est prof ici. D'accord. C'est Pierre-Baptiste Taupin. Ok. Et je lui avais posé des questions aussi sur comment était l'école, sur quoi il fallait se renseigner. J'avais regardé à propos de l'agrément. Ouais. J'avais vu qu'il y avait aussi, je sais plus comment c'était, une vérification Veritas en plus. Voilà, ça me semblait, l'école m'a semblé vraiment solide, quoi. Ok, d'accord. Toi, les critères qui t'ont fait dire que c'était une école correcte? En fait, j'ai cherché sur Internet, j'ai fait des recherches. Après, je suis venue. À l'époque, on pouvait encore faire l'entretien en présentiel. Ok. Et du coup, j'ai pu poser des questions, tout ça. Et vraiment, ça m'a plu. Ça t'a convaincu? Ok. Toi, Or? Du coup, donc moi, j'ai choisi IDEO. Surtout grâce, je pense, à mon ostéo qui est à l'Épieux et donc qui a eu son diplôme ici à Nantes. Donc, elle m'a conseillé son école. Elle m'a dit voilà, moi j'ai kiffé et tout. Donc j'ai fait Moi, j'ai kiffé. on regarde, on se renseigne, on regarde le site. Et je fais oh, c'est joli, c'est sympa. Et puis, oui, c'est vrai que c'est quand même une bonne école. Hein, c'est quand même bien coté. Et puis, moi, honnêtement, si on peut parler de prix, par rapport à certaines écoles, c'est moins cher par rapport à certaines. Je fais une petite différence, ça peut être intéressant quand même aussi. Ouais, c'est vrai que. Est-ce que, alors pas forcément justement en première année en tant qu'ostéo, en tant qu'étudiant ostéo, parce que vous avez déjà été étudiant avant, le fait de devenir étudiant, quelles ont été pour vous les premières difficultés ou alors les trucs qui vous ont le plus marqué quand vous avez été, potentiellement vous avez quitté le nid familial et que vous êtes arrivé à la vie étudiante? Moi, c'est pas vraiment dans le système études. C'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'heures aussi ici. Ouais. Et que par exemple en droit, je crois qu'il y a le double d'heures par an. Et j'ai vraiment pour le droit, j'ai jamais vraiment eu besoin de vraiment travailler. Et là, vraiment, c'était nécessaire, surtout que j'ai pas de bac S, donc j'avais toute la partie scientifique à rattraper et tout ça. Donc il a fallu adopter une bonne méthode.
Ok, donc on va dire, quand tu es arrivé en tant qu'étudiante en droit, globalement ça a été. Oui. Mais arrivé à IDEO, il a fallu cravacher un peu plus. Oui, oui, ah oui, carrément. Ok, d'accord. Et je reviendrai sur le côté études après, mais sur l'aspect plutôt vie étudiante, sur le fait de... vous êtes devenu plus autonome, j'imagine. Peut-être que vous l'étiez déjà avant, je sais pas, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés sur gérer son appart, gérer sa bouffe, gérer son emploi du temps, ce genre de choses, quoi? Alors moi, j'ai dans le nid familial, du coup... mais toi, t'as le bon plan, en fait. Moi, c'est confort jusqu'au bout. Hein, ouais, t'as bien calculé ton truc. Mais par rapport à début de vie étudiante, quand je suis entré en PACES, c'était assez dur parce que plus on est nombreux, plus on est seul, un peu paradoxalement, je trouve. Ouais. Et du coup, fallait se faire des amis, trouver des gens, mais ça se fait assez vite. Il y a aussi des tutorats qui font que tu es en plus petit groupe, un peu comme ici, il y a en amphi, en groupe, et en groupe, c'est plus facile de sympathiser avec quelqu'un, quoi. Ok. Moi, se réveiller tranquillement. Ouais, pardon. Sur le côté social, moi ça allait parce que à Caen, c'est l'université de secteur, entre guillemets, quand t'es en Normandie. Donc ça se fait bien, il y avait beaucoup de gens en STAPS qu'on connaissait, donc ce côté-là c'était bien. Plus notre niveau faire course, se dire allez, faut que je prenne tel tram, oulala, on se perd facilement. Donc ça, moi c'était le côté, orientation, j'étais pas tip top. Mais distance, les parents ça manquait pas trop parce que 2 heures de route ça se fait vite. Ok. Donc voilà, ce côté-là c'était cool. Ok. Bon. Globalement, pas de grosses difficultés à devenir étudiant. Non. Ça a été. Non, ça a été. Ouais. Enfin, si, quand même, un peu l'autonomisation au niveau du boulot, tout ça. Ouais. Là-dessus, ça va ou pas? Justement, pour maintenant, ouais. Maintenant, ça va. Ça Ouais, va, c'est vrai que toi, t'as été dressé en j'ai PACES. intérêt, 6e année post-bac. Ok. Si on va plus sur l'aspect ostéo, justement, donc là, tu disais, Johanna, que c'était assez chaud en termes de nombre d'heures et de volume de travail. C'est ça? Est-ce que c'est pareil pour vous? Ah oui. Oula. Alors, Ouais. Ah ouais, j'étais pas habituée et ça, d'un coup, hop là, dans le bain. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je m'étais dit, ça va le faire et tout, tranquille. Et c'est vrai qu'il faut pas trop se dire en début d'année, allez, je me repose sur mes lauriers, je révise pas trop le soir. Ça pique un peu après. Ouais, Quand tu vois tout ce que tu dois rattraper, tu dis, oh là là. Voilà. Moi, du coup, on m'avait prévenu que c'était. Qu'il fallait y aller, quoi. Mais vu que j'avais déjà fait ma licence avant, j'avais validé à peu près la moitié des matières. Ah ouais, mais Du non, coup, mais lui, il se met bien. Hein, mais ça... Du coup, j'ai passé que la moitié des examens à chaque fois, donc j'ai pas trouvé ça si dur. Enfin, j'ai pas souffert de la P1, quoi. Ok. Enfin, je pense que j'ai moitié moins bossé que les autres. T'avais un bagage avant qui t'a permis d'être plus cool, quoi. Tout ce qui était socle de connaissances génétiques, biologie cellulaire, biologie moléculaire, tout ça. La biomol. Hein, tout le monde adore ça. Voilà. Ok. Alors là, on était plutôt sur la théorie. Maintenant, si on arrive sur la pratique, les premiers cours de pratique et on va dire que c'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'on partage avec, par exemple, la kiné, ce genre de choses. Mais votre arrivée dans les cours de pratique, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était OK? Vous aviez bien en tête que ça serait en sous-vêtements? Ce genre de choses. Est-ce que c'était facile ou pas? Moi, on m'avait prévenu, donc j'avoue que ça me dérangeait pas. Puis on a commencé, je crois que notre premier cours, c'était palpation ostéo, et c'était la cuisse. Donc c'était une zone où c'était pas vraiment, où il y avait pas vraiment de gêne, je pense. Après, c'était le fait d'appréhender le corps de quelqu'un d'autre. Enfin, de ça, j'avais peur de l'embarrasser, en fait, d'embarrasser la personne sur la table, que elle se sente gênée, ou c'était plus dans ce sens-là. Après, moi, sur ma personne, ça me dérangeait pas du tout. Ok, t'avais pas de soucis pour toi, mais c'était plus vis-à-vis des autres et comment aborder le corps de l'autre. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est la même chose ou il y a eu d'autres difficultés? Alors, personnellement, pour se mettre en sous-vêtements, ça me dérangeait pas totalement, pas du tout, en fait. Enfin, je me souviens que c'était le premier cours, je m'étais porté volontaire en cobaye. Enfin, quoi. En cobaye, ouais. On va dire ça. Et plus je rejoins Johanna sur ça, sur toucher l'autre et ce qui va être, comment est-ce qu'il va le ressentir. Donc pas tant moi être touché, mais toucher l'autre plutôt. Ouais, ok. Or, est-ce que c'est le même feeling? Ouais, la même histoire, tout à fait. Ouais, le même feeling, pardon. Ouais. Et donc, Or, t'es encore en P1, vous qui êtes en P2 maintenant, où ça en est? Et moi, j'imagine que vous avez appris à connaître aussi vos camarades de classe, donc c'est plus simple. Est-ce qu'il a fallu du temps avant d'être à l'aise par rapport à ça? Sans s'étaler dessus, mais avec le Covid, on n'avait pas le droit de changer de cobaye.
de binôme. De binôme, ouais. J'arrête de dire cobaye, hein. Et donc ça a fait que ça a mis une petite barrière, mais au final, on s'est très vite habitué. On avait les bulles, tout ça. Puis même en dehors, on pouvait quand même pratiquer les uns sur les autres. Donc je pense qu'on s'y est fait assez rapidement. Ok. Toi, Et non, pour nous, je prends l'exemple de mon groupe. Hop, premier jour de pratique, les binômes se sont faits. Puis ouais, on arrive à changer assez souvent. Ouais, et ça soit fille, garçon ou garçon-fille, ça se fait franchement là. Maintenant, ça se fait plutôt bien. Ouais, tu abordes un sujet intéressant aussi. Ouais, il y a le sujet du genre. C'est-à-dire que, est-ce que pour vous, c'était la même chose, fille, garçon, voilà, ou alors il y avait une gêne, ou alors il y a eu un temps d'adaptation par rapport à ça? Moi, j'avoue que mon binôme, c'était Damien. Donc, Ouais. en fait, voilà. Il y avait pas de gêne. Puis, dès le départ, on s'est dit, voilà, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'il faut. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté et on fait le job. Mais c'est vrai que quand on regarde dans les groupes, les filles se mettaient souvent avec les filles et les garçons avec les garçons. Et au moment, cette année, où il a fallu un peu tourner, où justement on avait la possibilité de le faire, là maintenant ça va mieux en novembre. Mais début d'année, c'était encore un peu... on voyait qu'il y avait des hésitations, quoi. Ouais, c'est dépendant des gens, mais ouais, tout le monde s'est pas habitué, je pense, au même niveau. Ouais, après, je sais pas si c'est qu'une histoire de genre, mais de toute façon, tu crées des affinités avec certaines personnes. Je donne mon point de vue de prof. Je suis prof d'anat palp à IDEO et on répète tout le temps aux élèves de changer de binôme, justement. Alors là, à la période de Covid, c'était pas possible, mais sinon, habituellement, on le fait tout le temps parce qu'il faut que vous ayez dans l'idéal, une bibliothèque de sensations qui soit variée. Alors après, vous êtes généralement tous jeunes, bien plutôt en forme, donc il n'y a pas non plus des différences gigantesques. Mais le corps d'une femme, le corps d'un homme, etc., ça reste quand même hyper important. Je remets un petit coup comme ça si mes élèves me regardent. Ouais. Ça fait pas mal. Voilà. Est-ce que, par rapport justement à cette période de Covid, donc tu disais que vous avez été hyper restreint au niveau de la pratique, donc avec juste votre binôme pendant un temps, puis après il y a eu des clusters, enfin des bulles, Ouais. on appelait ça des bulles, où vous pouviez échanger, juste c'était des bulles de combien de personnes? Alors c'était 6. Ouais, 6 personnes. Et puis au-delà de ça, je pensais surtout c'était le fait qu'il y a eu le confinement, qu'on ne pouvait pas aller les uns chez les autres, même en dehors de l'école. Ouais. Que pour aller à l'école, il fallait réserver une semaine à l'avance. Donc c'était pas évident. Ouais, c'est ça. Ça a créé, les relations ont mis plus de temps à se faire et pour la pratique, c'était un peu plus compliqué. Si on revient sur l'aspect théorique, justement, il y a eu pas mal de cours donc, en distanciel. Est-ce que ça s'est fait bien, difficilement? Comment ça s'est passé? Moi, j'imagine que tout le monde a dû appréhender le truc très rapidement, autant les élèves que les profs. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. On a appréhendé parce qu'il a fallu aussi, mais moi je sais que les cours à distance, je les suivais difficilement après. C'est-à-dire moins de motivation ou c'était techniquement casse-bonbon? Non, c'est que quand j'ai pas quelqu'un devant moi, j'arrive pas à suivre en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Je lâchais, je tenais 10 minutes maximum et puis... Ouais, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous balancer une craie dans la tronche... Non, mais même les profs, ils lisaient leurs cours bêtement et puis comme ils savaient que pour les réponses c'était compliqué, etc., ils cherchaient même pas... Ouais, c'était assez compliqué de l'interaction, c'était pas évident. Quoi. Voilà. Donc là, sans hésitation, de revenir à des cours en présentiel, c'est 100 fois mieux. Clairement, oui. Est-ce que toi, Or, c'est la même chose? Est-ce que le distanciel, ça a pu te plaire ou Non, je les rejoins sur le fait que le distanciel, on décroche vachement plus vite du cours que quand on est en présentiel. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas comment ça s'est organisé partout, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des trucs pratiques qui sont quand même mis en place avec des transferts de cours plus en amont par rapport à ce que vous alliez faire, ce genre de choses? Alors, on a toujours les cours, généralement on se passe les cours d'une année à l'autre. Ouais. Donc ça, avoir un support de cours, c'est quand même quelque chose qui aide vraiment beaucoup. Au-delà de ça, je pense gérer son espace de travail, tout de suite on se dit je dédie ce coin-là à travailler et dès que j'ai fini, je m'en vais pour vraiment plus se mettre dans une ambiance de travail, je pense. Cool, eh bien, merci beaucoup d'avoir témoigné par rapport à votre expérience. Et on va accueillir tout de suite des élèves qui sont en 3e, 4e ou 5e année et qui vont nous faire un retour de cette expérience-là, mais avec un peu de recul maintenant.
salut. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on a Sarah, qui est en 4e année, Émeric en 5e. C'est ça. Et Julie en 4e. C'est ça. Ok. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir un peu dans vos souvenirs, et j'aimerais bien que vous m'évoquiez, donc vous aussi, comment ça s'est passé, votre arrivée à l'école. Vous pouvez brièvement peut-être parler de votre parcours avant, et si vous arriviez du bac ou pas, mais quelles ont été, justement, est-ce que les difficultés étaient les mêmes par rapport à vos collègues, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres vécus, ou parce que, justement, il y a 3-4 ans, c'était un peu différent à l'école, quoi. Il n'y avait pas le Covid, déjà, c'était un peu différent. Allez, C'est clair. qui se lance? Je commence. Ouais, vas-y. Moi, du coup, je suis sortie directement du lycée. Ouais. Et puis, en fait, j'ai su ce que j'allais faire directement. En fait, je voulais faire kiné. Et puis, je me suis rendu compte que je voulais pas faire PACES parce que je voulais pas vivre l'enfer. Et puis, j'habite pas très loin, donc c'est pareil, j'ai vu de la lumière et je suis venue. Et puis, l'école m'a vachement plu. Je me suis inscrite et j'ai été acceptée. Et puis, voilà. Quels ont, avant de passer à Émeric, quels ont été les critères qui, justement, t'ont fait dire que l'école te plaisait? Est-ce que c'est en visitant les locaux? Est-ce que c'est l'échange avec les profs? Enfin... Bêtement, c'était surtout les locaux, parce que je me suis dit, je me vois vachement étudier dans cette école-là. Et puis, j'ai vu aussi les UE, toutes les matières qu'on allait avoir, et en fait, c'était des choses que je voulais vraiment étudier. Donc c'est vraiment ça qui m'a décidée, parce qu'au final, en rentrant à l'école, je me suis rendu compte que je savais pas trop ce que c'était un ostéo, et je l'ai appris en entrant à l'école, quoi. Ça, c'est un bon point. Ça se trouve, vous allez revenir, parce que j'aimerais bien vous reposer cette question-là. Ouais. T'as raison. Émeric? Du coup, moi, c'est pareil, je suis sorti du lycée. Et en fait, le week-end, je suis arbitre de basket. Et j'ai arbitré donc, avec une fille qui a été diplômée l'année dernière, qui m'a vendu un peu le truc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, en fait, les sortants d'idéaux, c'est les meilleurs commerciaux de l'école. Exactement. Et donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu. Je suis venu faire les portes ouvertes pour voir. Je connaissais déjà un petit peu l'ostéo parce que j'y allais quand j'étais plus jeune. Et donc, les portes ouvertes m'ont bien plu. Le cadre a très bien été exposé, très sympathique. Et j'ai discuté du coup avec Monsieur Merdi, un prof ici, qui avait déjà vu ma mère en consultation, du coup qui m'a proposé de faire un stage d'observation dans son cabinet. Et du coup, je lui ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. Donc je suis rentré à la maison, j'ai dit, maman, c'est ça que je veux faire. Ah ouais, comme dans un film américain, quoi. Exactement. J'ai trouvé ma voie. Donc mes parents, ils se sont renseignés aussi sur l'aspect financier. C'était un peu compliqué. Mais bon, ils ont dit, tant pis, on y va. Si c'est ça que tu veux faire, on va faire des sacrifices. Oui, et puis après, tu cracheras après pour rembourser papa et maman. Exactement. Donc, sur l'aspect logistique, ça a été un petit peu compliqué. Essayer de trouver un peu comment y arriver. Mais maintenant, je suis en 5e année. Tout s'est très bien passé. Et normalement, dans 6 mois, c'est terminé. Ouais, enfin, c'est terminé. C'est le début d'un truc. Oui, c'est le début de quelque chose. Mais le parcours scolaire est terminé. Et toi, Julie? Moi, du coup, je viens d'un bac ES. Et c'est vrai que j'ai vraiment douillé à mort niveau biophysique, biocell et tout. Du coup, j'étais totalement perdue. Le premier jour, on avait eu 6 heures d'anatomie. Comment vous dire que je ne savais pas écrire ULNA ou des trucs comme ça. J'étais hyper hésitante sur mon clavier. Et je suis même rentrée, j'ai pleuré. Je me suis dit dans quoi je me suis rembarquée en fait. Ouais. Et en plus, dans mon appartement, j'avais une table et mon lit. Donc là-dedans, ça résonnait le son. Bon, nickel, on est bien. L'année commence bien, quoi. Je vis ma meilleure vie. Ah, mais clairement. Et puis au fil du temps, après, ça a été. Mais voilà, vraiment la différence avec le bac ES et la passer dans un truc scientifique, c'était compliqué. Mais qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'ostéo au final, vu que tu avais pris ES à la base, donc tu n'avais pas forcément prévu ça initialement? Je voulais travailler dans la santé. Et un jour, en fait, à mon premier jour d'entraînement de hand, j'ai fait un faux mouvement en entraînement. Un quoi? Vraiment... Un quoi? Un faux mouvement? Ouais. Ça existe, ça, les faux mouvements? Disons, je me suis mal réceptionnée. Voilà. Et en plus, c'était à l'échauffement. Truc nul. Et je me suis fait un lumbago. Et mon père, il me disait, mais Julie, va voir un ostéo. Je fais, non, c'est bon, ça va passer. C'est des charlatans. Non, je connaissais pas. Mais du coup, je me dis, non, c'est bon, ça va passer. Et puis 2-3 jours passent et ça c'est resté. Et du coup, il m'a dit, tu me saoules, je vais prendre rendez-vous chez l'ostéo. Il en avait marre de t'entendre te plaindre. C'est ça. Et du coup, je suis allée chez l'ostéo et j'arrivais pas à toucher mes pieds.
Et en sortant, je touchais mes pieds, tranquille, salto, non, je rigole. T'as Mais eu le droit à la miracle consultation. ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop stylé, je veux faire ça, ça a l'air trop bien. Du coup, je me suis lancée dedans, et puis voilà. Ok. Et donc, par rapport à l'idée que vous en aviez initialement, tu disais donc toi que Ouais. finalement, tu étais loin de te rendre compte vraiment ce que c'était que l'ostéopathie, ou en tout cas de devenir ostéopathe. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi? De quoi tu as pris conscience justement avec tes études? Bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était vachement plus une philosophie que de traitement que ce que je pensais. Je pensais que c'était... en fait, je faisais vraiment pas la différence entre kiné et ostéo, typiquement. Et puis, je voyais pas toute la palette de philosophie qu'il y a. Et puis maintenant, je me rends compte qu'il y a une ostéopathie, mais chaque ostéo a son ostéopathie. Et ouais, c'est beaucoup plus profond que ce que je croyais en fait dans la profession. Ouais, tu t'avais un peu... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu avais dit, bon, bah voilà, on va me donner un process, une recette, Ouais, puis je vais l'appliquer, et puis ça sera comme ça à chaque fois. Quoi. ouais, c'était plus ça, ouais. Ok. C'est ça. Est-ce que vous, il y avait aussi une différence, comment ça, votre regard a évolué vis-à-vis de l'ostéopathie entre votre première année et maintenant, quoi? En fait, pour un même problème, il peut y avoir tellement de solutions. C'est ce qui fait, je trouve, la beauté aussi de ce métier-là. C'est que il n'y a pas forcément une recette pour un motif. C'est plein de choses peuvent interférer pour ce motif-là. Et c'est tout ce qu'on va réussir à mettre en place pour que le patient aille mieux, qui m'intrigue beaucoup en fait, encore à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, c'est ça que j'aime bien, quoi. Bah, je rejoins vachement Sarah sur ce qu'elle a dit, mais je trouve aussi que le fait qu'on puisse échanger avec les profs, ça nous aide vachement à voir différentes manières l'ostéopathie, dans le sens où il y en a un peu plus qui vont être sur le structurel, le tissulaire, et ils vont pas nous parler des mêmes choses. Et après, ce sera à nous aussi, à côté, de déjà nous donner une idée sur ce qu'ils nous disent, d'avoir un esprit critique, et après de lire aussi des livres en rapport avec ce qu'on nous parle. Moi, je sais que le crânien, j'ai vachement du mal et que j'aime pas trop ça. Mais je me dis, bon, bah, j'aime pas ça, mais autant lire des livres dessus pour comprendre et me forger un peu plus un esprit critique dessus plutôt que de rester sans rien savoir, quoi. Et j'aimerais bien creuser l'idée, tu dis qu'on peut échanger avec les profs. Quels sont est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'espace justement pour échanger avec les profs? À quel moment ça se fait généralement? Parce que, très clairement, si je fais aussi cette émission-là, c'est parce que j'ai envie de récolter de l'info pour moi en tant que prof et savoir comment améliorer les choses. Quels sont pour vous les trucs bien qui existent et qui sont mis en place, et quelles sont les choses que vous aimeriez voir peut-être plus souvent ou évoluer éventuellement? Moi, en général, je trouve ça bien qu'on puisse parler aux profs, mais surtout en clinique. Je trouve qu'en clinique, on a beaucoup plus un espace pour... Dans un cadre pro, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Quand on fait les débriefs ou des choses comme ça, on a le retour des praticiens en vrai, entre guillemets. Et je trouve que ça, c'est pas assez valorisé en première et deuxième année. Après, c'est peut-être pas non plus le moment. Ouais, c'est Mais, ça. Est-ce qu'en première et deuxième année, on a les billes, on a la data qui permet de comprendre tout ça? C'est sûr. Enfin, quand au début, on a du mal à écrire Ulna, ça peut être technique, quoi. Oui, mais après, par exemple, je trouve que quand on est en P1, P2, en clinique, on se sent vite de côté parce que du coup, les profs vont plus parler avec les cinquièmes années et on se sent pas vraiment impliqué dans la formation d'ostéopathe. Donc c'est difficile parce que d'un côté, on aimerait nous impliquer dans le schéma, même si on comprend pas tout. Mais c'est vrai qu'on est assez demandeur et on le montre pas forcément parce qu'on se dit, j'ai pas la légitimité de m'imposer dans la consultation parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Alors peut-être que vous n'avez pas osé justement, peut-être que le cadre n'aidait pas à ça, mais est-ce qu'on vous a déjà entre guillemets réprimandé parce que en première année vous avez voulu rentrer un peu dans le game? Non, pas trop. Après, moi je sais que quand j'étais en clinique en première et deuxième année, c'était vraiment c'était le jour dans la semaine où c'était trop bien, où j'allais en clinique et tout m'émerveillait, quoi. Tu sautais avec Moi j'étais avide de faire des trucs et d'apprendre, et même si je comprenais vraiment rien, c'était quand même hyper intéressant et je voulais vraiment pas interférer entre quoi que ce soit, et je me serais jamais imposée, donc non, pas vraiment, non. Toi, Aymeric, est-ce que tu as eu cette sensation? Je rejoins du coup l'avis des filles là-dessus. Après, je pense que pour expliquer tout ça, il y a aussi le fait que quand on est en cinquième année, souvent les cliniques sont pleines, les profs ont plusieurs box à gérer, et du coup n'ont pas forcément le temps pour discuter plus qu'avec le cinquième année en question.
Et d'où la nécessité de participer lors du débrief, souvent qui a lieu le soir, où là, les premières, deuxième années vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils peuvent. Et malheureusement, il y a peut-être un peu un manque d'implication là-dessus, mais peut-être aussi parce qu'avant, il y a eu un problème entre l'élève et le tuteur par rapport à ça. C'est-à-dire un problème à... Du coup, soit le tuteur s'est pas intéressé à l'élève, Ah oui. Ok. Et est-ce que, là, vous parlez d'échanges prof-élève, est-ce qu'il y a des échanges réguliers, justement, P1, P2, avec D1, D2, justement, que les P1 profitent de votre expérience? Est-ce qu'il y a des espaces pour ça? J'imagine que, déjà, vous avez vos consultes à gérer, il y a pas mal de choses, et que ça ne doit pas forcément être simple, et vous avez pas... On vous demande pas d'être prof, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des espaces qui se créent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des échanges autres que tu peux me remplir mon dossier, s'il te plaît? Non, mais du coup, les discussions vont plutôt avoir lieu avec le D2 qu'observe, que ce soit pour les P1 ou les P2. Il va y avoir cette discussion-là, et puis du coup, les discussions vont aussi avoir lieu lors du débrief. Où, du coup, moi, je sais que personnellement, j'aime bien demander au P1 ou au P2 ce qu'il en a pensé, est-ce qu'il a des questions, tout ça, à la fin de ma consultation. Et du coup, c'est là où on échange. Mais c'est vrai que pendant la consultation, c'est compliqué, parce qu'il y a déjà le patient à gérer, il y a le débriefing auprès du tuteur, réfléchir à tout ça, réfléchir à ce qu'on fait. Et puis, voilà quoi. Ok. Je pense à ça. Quand vous arrivez en clinique, il y a une autre difficulté qui peut apparaître. Donc, c'est en cours de pratique, il y a votre corps, le corps de l'autre. Et puis quand vous arrivez au dispensaire, alors déjà en tant que P1, P2 pour observer, mais après vous êtes praticien, c'est le corps d'une personne inconnue, enfin vraiment, et en plus quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Là, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à ressortir par rapport à ça? Par exemple, votre premier patient, vous en rappelez ou pas? Ouais, tellement. Premier patient en tant que praticien, pas observateur. Non, en tant que praticien, ouais, je m'en souviens. Ouais, et justement, ça s'est passé comment? Chaud. C'était chaud. J'étais content de ce que j'avais fait. Mais du coup, quand elle est revenue, ça l'avait pas du tout fait. Ah, ok. La patiente est revenue... Ouais, la patiente est revenue 15 jours après, je crois. Ok. Et en fait, elle m'a dit, ce que vous avez fait, ça n'a pas fonctionné. Et du là, coup, c'est ça. Et en fait, j'étais content de ce que j'avais fait. Mais ouais, j'ai pas réussi en fait, à trouver la cause du problème. Et du coup, je m'en souviendrai toujours parce que du coup, elle a été voir quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'avais un peu un sentiment de culpabilité dans le sens où j'ai pas réussi à répondre à sa problématique. J'ai pas réussi à trouver la solution pour qu'elle aille mieux, quoi. Et du coup, j'essaye à chaque fois, maintenant à chaque patient de trouver la cause du problème, tout en me souvenant de cette patiente-là, quoi. Disons que c'était une expérience pas agréable, mais qui reste un moteur aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le futur, je sais que s'il y a tu repenseras à elle, chaque patient. C'est ça. ça restera gravé. Ok. Et vous? Moi, c'est pas forcément le traitement, mais c'est en P3 quand on a dû faire les tests ortho. Ah, les premiers, ouais. Ah ouais. Ah bah, la routine euro, premier truc. J'ai dit, allez, bilan complet, mon pote. Du coup, le mode, bon, allez, c'est parti. Mais rien que toucher pour la première fois, le LASEG, il était un peu tremblant, hein, j'avoue. Ah oui. Mais en vrai, c'est une approche complètement différente. Et c'est bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Je rejoins carrément Julie sur ça. Moi, c'était vraiment mes traitements en D1, même si j'étais pas sûre de ce que je faisais, toucher le patient, ça me dérangeait pas. Mais c'était vraiment en P3, la première fois où je crois que je me souviens de le premier patient que j'ai touché pour les tests ortho. Et il fallait gérer donc le test ortho, tout faire bilatéral et comparatif, etc. Et en plus, gérer le patient et arriver à prendre sa jambe et faire des trucs comme ça. Je me souviens de moi tremblante avec le tensio en train de mettre le brassard, des trucs comme ça, quoi. Mais en D1, ça m'a pas gêné plus que ça. Ok. Si vous deviez donner un ou deux petits conseils, aux tips justement aux futurs P1 de cette année, mais aux étudiants qui vont arriver les prochaines années, etc. Quel serait le truc auquel il faudrait faire gaffe, ou alors un point en particulier vous auriez aimé qu'on vous dise à l'époque? Tu vas en chier. Et Ulna, ça s'écrit comme ça. Oh, ça va revenir tout le temps, ça ou... C'est foutu, hein, maintenant. Moi, je dirais qu'il ne faut pas qu'il hésite à poser des questions, même s'il a peur.
Parce que je sais que c'était le truc, moi, où je me disais, ouais, si je vais poser ça comme question, il va se dire que je suis complètement débile, alors qu'on a le droit en P1 de pas savoir pourquoi il pose... On a le droit de pas savoir tout le temps. Ouais, non mais oui. Oui, j'ai dit P1, mais on a le droit de pas Partir savoir... de P2, non, tu dois tout connaître. Mais ouais, de pas hésiter à poser des questions. Et surtout pour l'anamnèse, moi je comprenais pas pourquoi il posait autant de questions, de savoir pourquoi il avait chuté comme ça, comprendre pourquoi justement, le pourquoi du comment et pourquoi il pose autant de questions, quoi. C'était surtout ça. Même j'avais pas vraiment la notion de diagnostic d'opportunité. Pas hésiter à dire qu'on ne sait pas quoi et qu'on a envie de savoir. Mais ça reste pas simple. Là, je parle de mon point de vue de prof où justement, moi, c'est mon saint graal, c'est que les élèves puissent poser toutes les questions qui leur viennent. Bon, si ça reste quand même dans le sujet de l'ostéopathie, bien évidemment. Mais je sens bien qu'il y a quand même un frein lié au statut de prof ou de tuteur, etc. Et alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une culture qui est un peu comme ça dans l'éducation française. Je suppose, mais je vois bien quand même que ceux qui sont bacheliers, qui arrivent directement, ils sont beaucoup plus réservés et ne disent rien par rapport à quelqu'un qui a déjà eu un parcours soit d'étudiant, soit même professionnel. Parce qu'il y a certaines personnes qui se reconvertissent, et on voit bien quand il y a déjà eu un parcours pro, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est vraiment le truc que j'ai envie d'appuyer aujourd'hui, parce que c'est une formation professionnelle. Et même la personne qui est en P1, potentiellement, c'est un futur collaborateur, confrère, etc. Et il faut vraiment le prendre comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que vous aurez affaire à des humains en face de vous, les profs, qu'on a tous des tempéraments différents, mais dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Allez, même si tu te prends une chasse, tu auras appris quelque chose quand même, et puis il ne faut pas le prendre pour ça, quoi. C'est ça. Et après, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on voit quand même l'évolution de la P1 à la D2 par rapport à l'échange avec les profs. Enfin, moi, je sais que je l'ai beaucoup ressenti. Il y a un palier, en fait, P1, P2. Après, on bascule sur P3, D1, où du coup, les échanges commencent à être plus constructifs et à être plus facilement abordables. Et après, en D2, là, on a vraiment des discussions... de pro à pro, quoi. Pro à pro, assez régulièrement, quoi. Tu penses que cette différence, ces paliers, là, ils se font par rapport à quoi ? Il y a vous qui vous sentez un peu plus légitime, les profs aussi qui ouvrent plus les portes. C'est quoi le ressenti ? Je pense que c'est par rapport à la fréquence où on est en clinique aussi. Oui, c'est vrai. Où, du coup, quand on est en 5e année, on est quasiment exclusivement en clinique, donc on va souvent revoir les mêmes profs. P1, P2, c'est que de temps en temps et on n'est que observateur, donc on n'a pas forcément la parole dans ces journées-là. Après, en P3, D1, c'est toujours compliqué parce qu'il y a l'anamnèse qui est gérée par le P3, le traitement par le D1. Du coup, le tuteur a beaucoup de choses à gérer, donc pas forcément beaucoup d'échanges pendant la consultation, mais peut-être plus après. Où du coup, il y a eu la mise en place des black box et des créneaux d'1h30 pour pouvoir permettre ces échanges-là, quoi. Ok. Eh ben, écoutez, merci, c'était cool. Merci pour avoir partagé tout ça. Et puis, on va passer à la suite. Comment je pourrais introduire ? Aujourd'hui, on va avoir un invité. Comment je pourrais introduire ? Oui, s'il avait été l'expérimentateur dans l'expérience de 1000 grammes, il est tellement sympathique, je pense qu'il y aurait eu un taux de létalité beaucoup plus élevé. Tout le monde aurait mis un coup de voltage énorme tellement il est cool et sympa. C'est ça. Et donc, on va accueillir aujourd'hui Olivier Merdy, qui est prof et chercheur à l'école, qui est responsable de la recherche à l'école. On va lui poser des questions, évidemment, sur le sujet du jour, avoir son retour, et puis un peu son rôle et ce qu'il fait à l'école. Allez, à tout de suite. On va pouvoir accueillir Olivier Merdy. Pour pouvoir l'interviewer comme il se doit, je suis aidé de Louis et Pierre qui sont en D2 et qui vont rebondir avec leur point de vue d'étudiant, justement. Olivier, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter ? Quel est ton rôle à l'école et qu'est-ce que tu fais ici ?
Très bien, bonjour. Du coup, je suis un des coordinateurs pédagogiques de l'école. Donc, je suis en charge des quatrièmes années et aussi du département recherche et mémoire. Donc, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là et que j'accompagne les étudiants à la fois pour leur mémoire, mais du coup en clinique aussi. Et au niveau cours, pas trop cours de pratique et tout, mais plutôt cours pour justement apprendre à faire un mémoire et comment faire un truc qui tient la route. Donc, Qui tient la route, ouais. Voilà. C'est possible. Ouais. Ok. On reviendra un peu sur ce que tu fais à l'école ensuite, mais j'aimerais bien qu'on aille justement sur le sujet du jour, le fait de devenir étudiant et d'arriver en P1 et étudiant en ostéopathie. Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, est-ce que tu as commencé par l'ostéo ou il y a eu d'autres choses avant? Il y a autre chose avant. En fait, à la base, j'étais parti sur veto. Parce que voilà, aimer les animaux, etc. J'ai fait une prépa du coup. Et au milieu de cette prépa, j'ai bossé en tant qu'assistant veto. J'ai pu avoir la chance de faire ça l'été. Et en fait, je suis tombé dans un cabinet où une des vétos se formait en ostéo animalière. Et donc, d'un côté, j'ai vu le métier de veto. J'ai eu cette réflexion de me dire intéressant parce que finalement, des fois, il s'occupe plus de la psychologie des maîtres que des animaux. Et en fait, ça m'intéressait pas mal. Et à la fois, cette veto m'a parlé de sa formation ostéo. Et puis, il y a eu un déclic qui fait que je suis allé voir sur Internet. Et puis, je me dis, tiens, ça peut vraiment me plaire. Je pense que aussi en côtoyant d'autres personnes qui voulaient faire veto en prépa, il y a des choses où je me retrouvais pas par rapport à ces personnes et voilà, du coup tout ça conjugué a fait que après la prépa, j'ai dit allez hop, je vais en ostéo. Et puis j'étais déjà sur Nantes du coup à l'époque il y avait 2 écoles sur Nantes et du coup j'ai choisi Idéo et voilà. Ok. J'ai commencé. Et comment ça s'est passé les débuts alors? Eh ben, assez très vite, j'ai eu la confirmation que j'étais là où je devais être. J'appréciais beaucoup être en slip. Je me souviens pas, c'est loin maintenant, hein, ça fait quasiment 15 ans, hein, ça fait un peu peur. Ouais, c'est Mais vrai. et du coup, on était dans la même promo. Exactement. Voilà. Alors, je me rappelle que toi, je n'ai pas du tout d'être en slip. Ça gêne toujours pas. Ça gêne toujours pas. Ça me gêne toujours pas, non, bien évidemment. Comme Damien, tu es celui qui, je pense, c'est désigné volontaire pour faire. Ah oui, alors après, cobaye, c'était d'un point de vue pédagogique, c'était pour pouvoir avoir le ressenti du prof. Ouais, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, pour ouais. aucune autre raison, bien sûr. Aucune autre raison, évidemment. Les Ah ouais, points en plus, mine de- tout blague ça. à part, c'est vrai que j'appréciais justement être cobaye justement pour le prof parce que t'as les mains d'un mec qui a 10, 15 ans, 20 ans d'expérience et quand tu sens une technique sur toi, je trouve que c'est plus facile derrière pour la reproduire ou pour l'appréhender, quoi. Et de mon côté, je me souviens pas que ça a été un problème particulier. Ma première journée, je me souviens très bien parce que hyper impressionné, discours du directeur, etc. Rentrant chez moi, j'ai limite fait une crise de panique. Ah ouais. J'étais là, oh putain, qu'est-ce qui se passe et voilà, un peu comme Julie disait tout à l'heure, vraiment, c'est un gros truc, quoi. C'est vraiment le début de quelque chose d'important. Et très vite, je me suis senti à ma place et puis j'ai noué des liens d'amitié beaucoup plus que ce que j'avais pu faire en prépa et voilà, j'étais bien, quoi. Donc, Ouais, ça allait. Justement, je sais que ça a beaucoup évolué. Justement, les P1 qui arrivent aujourd'hui, tu me diras si je me trompe, justement, vu que tu es au cœur de l'école, ont un volume de cours qui est quand même plus important que ce qu'on avait ça n'a nous. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est quasiment le double, non seulement en volume de cours, mais en termes de stress aussi, de pression. Puis c'est des journées de folie, quoi. 10 heures, nous, je pense qu'on en avait, mais peut-être pas autant. Et après 10 heures de cours, bosser derrière le soir et tout, ou le week-end, quand t'as pas de petit boulot en plus à côté, c'est juste démentiel. Je pense que plus le temps passe. Ouais. Et donc, respect. Est-ce que c'est dû à quoi justement cette augmentation des heures? C'est en lien avec les décrets et le fait de s'aligner avec tout le paysage de l'éducation nationale en France? Ouais, en fait. les décrets où tu as payé très très haut, ça c'est quasiment 5000 heures de cours sur 5 ans, sachant qu'en fac, une année c'est 600-700 heures. Ici, une année c'est 800-900. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus. Et puis du présentiel, voilà. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est
dense. Ouais. C'est ça, vous confirmez? Ouais. Ah, attends. Ouais, se prendre des 10 heures de, comme tu disais, des 10 heures de CM P1, P2, on a connu ça, les 50 heures semaine de cours, on était bien contents de Ah ouais, il y a eu chez des nous. 50 heures. Ouais, c'est C'était arrivé calé comme plusieurs ça. fois. Ouais. Pas souvent, puis c'était toujours les mêmes, hein, c'était les 6 heures d'anatomie l'après-midi, tu vois bien. Des Mais choses comme je pense que quoi. ça vient aussi du fait que il y a beaucoup d'intervenants différents à l'école et que ça reste quand même un peu compliqué de dispatcher un peu comme vous voulez les Ouais, cours. Et j'imagine, ouais. Il faut tout caser. Hein. ouais, c'est ça, il faut pouvoir tout caser. Et quand vous avez quelqu'un qui donne le cours d'anatomie, il va pas venir 5 fois dans la semaine, quoi. Ouais. Et en fonction du parcours aussi de chacun avant, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas quand je suis arrivé à l'école. Je viens d'une prépa aussi, mais prépa kiné du coup pour le coup. Et arriver dans une école où en fait on passe de la prépa où il y a beaucoup de pression parce que les concours, etc. Arriver à l'école, moi j'étais encore en mode prépa. Je restais en mode prépa, fallait que je prépare un concours. Et en fait c'est pas du tout ça. Et je pense que certains qui viennent de PACES ou d'autres prépas doivent se dire un peu la même chose en arrivant. Je te rejoins là-dessus. En même temps, se dire, il faut qu'il y ait un concours à la fin. Et en fait, non, tout le monde a ses chances, tout le monde a la même chance en arrivant ici. Et moi, je sais que les premiers mois, jusqu'au premier partiel, donc en janvier, j'avais une pression de fou. Tu faisais des croche-pieds aux autres. Ouais, non, mais c'était vraiment le stress, quoi. Et je culpabilisais le soir si un soir je ne faisais rien ou un week-end je ne faisais rien. En termes de travail. Alors que maintenant, tu t'en fous complètement. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus tranquille. Mais non, faut pas le dire. non, mais ouais, la pression, et c'est les premiers partiels, moi, qui m'ont fait relativiser. Une fois qu'on a tout validé dans les premiers partiels, ça fait du bien, et voilà, on repart sur de bonnes bases. Ouais, t'es d'accord avec ça, Pierre? Ouais, je rejoins Louis là-dessus. Moi, du coup, je sors de PACES, pareil, 2 ans avant d'arriver ici. Après, j'ai fait autre chose, j'ai fait une tournée avec un spectacle, donc rien à voir, vraiment rien à voir. Par contre, côté pro, du coup, on arrive avec une autre maturité, je trouve, avec un autre recul par rapport à ça. Mais par contre, justement, ça faisait 2 ans, 1 an et demi que j'étais pas allé en cours, pas d'école, et j'arrive là, je me dis, ok, premier jour, 6 heures d'anat, on y va. Ok, j'adore la natte, c'était trop bien, mais ça faisait 2 ans, quoi. Ça pique un peu quand même. Ouais, que j'avais pas eu un seul cours, la patella, le premier mot... Comment on le réécrit, quoi. Ça fait un bail. Et, toi, c'était la patella. Ouais, c'était la patella, ouais. Ouais, bon, LAPATE est là, hein, seul mot, la patella. Mais du coup, ouais, non, je rejoins Lou là-dessus, dans le sens où comment on avait ce côté un petit peu concours, encore une fois. Toi, c'était de la prépa, de la PACES, c'est un concours où vraiment on se tire tous dans les pattes. On va se le cacher, surtout à Nantes. Et donc, en fait, on a une pression, on se met tout seul la pression pour rien, en fait, parce que on n'est pas en concours, on est tous là pour s'entraider. Et justement, je trouve que ça, c'est au fur et à mesure des années. Et quand il y a eu le tutorat aussi qui a été remis en place, où on a pu devenir tuteur aussi et se dire, ouais, on est là pour aider, on n'est plus là pour casser les gens. Et le but du jeu, c'est de les faire tous monter, qu'on soit tous bons à la fin. Et ouais, c'est les premiers partiels aussi, hein, je suis d'accord, qui ont fait un peu relativiser. On se dit, ok, on a les notes qui passent. On a bossé, par contre, ouais. Ouais, justement, c'était les 50 heures semaine si on avait des 50 heures. Et puis le samedi, je bosse un peu, mais en fait, un peu, c'était 8 heures. Tout le monde me disait, mais t'es un taré. Ouais, mais on a eu l'habitude de ça, en fait. Ouais. Et je pense que quand t'as eu l'habitude de bosser vraiment beaucoup, alors qu'au bac, pas bosser du tout, on prend l'habitude. Et justement, avoir tout vu pour arriver au partiel, ça fait relativiser quand même bien, quoi. Et aussi, il y a un gros palier entre le bac et le lycée et puis les études sup, de manière générale, c'est assez fort. Il y a beaucoup alors, je le vois en voyant des candidats et des premières années, il y a des gens qui traversent le lycée assez facilement finalement, qui ont vachement de capacités, mais du coup n'ont jamais eu besoin de travailler et n'ont jamais appris comment travailler, comment apprendre. Jamais eu cette réflexion-là. Et eux, ils prennent cher souvent en première année, voire même redoublent des premières années parce que en plus, la vie étudiante, les soirées, etc. Et jamais appris à travailler. Il se passe des trucs le jeudi soir c'est ça. Jamais, je connais pas ça. Non plus. Pas de l'eau. Ah ouais, il y a un gap énorme sur la vie sociale, la manière de s'organiser, etc. Mais je suis content que vous parliez de ce point-là, sur le fait que ici, autant tous monter ensemble, s'aider, etc. Donc les tutorats sont en place depuis... Ça fait quoi? C'est revenu depuis 2-3 ans, non? Un peu.
2016. Ah, 2016. Ok, On nous cool. souffle On le nous dit cerveau dans l'oreillette. À l'oreillette, j'entends C'est dans l'oreillette bleue là-bas. 2016. Ouais, 2016, ouais, ça. Juste avant que nous on arrive. Ça Ok. marche bien. Ouais, justement, ça, Ouais, alors ça marche après, bien. c'est Ça se vrai passe qu'avec- comment en fait? C'est des tutorats pratiques? Alors il y a les deux. Théorique, Il y a les deux. Hein, il y a les deux. C'est par moment, hein, dès qu'on peut, il y a des calls mises en place, qu'elles soient pratiques ou théoriques. Et justement, il y a ce groupe tutorat, le TON, tutorat ostéopathique de Nantes, qui gère ça et les chefs du tutorat, eux, vont mettre en place l'école et puis qui veut en tuteur vient se positionner sur tel ou tel call. Et à ce moment-là, nous on prépare des QCM pour les élèves. Ils viennent, ils répondent, et là on échange et c'est vraiment nous. De base, c'est très bien pour les élèves qui sont là présents à l'école et nous, ça nous renforce aussi en tant que tuteur parce que en fait on renforce encore nos connaissances et ça fait Si tu veux que pouvoir aider, quoi. expliquer aux autres, il faut que ça soit carré pour toi, quoi. C'est ça. On avait un peu ça à notre époque, mais c'était pas aussi structuré. Ça s'appelait la colocation. Ouais, ah oui. C'était les soirées bière pizza trust. Quoi. Non, mais c'est vrai que une chose qu'on a vécue, on était en colocation, c'est quelque chose que à chaque fois j'encourage parce que le fait de vivre, alors c'est vrai que ça fait un peu entre soi, on est tout le temps en ostéo, etc. Mais quand tu vis en études avec que des étudiants ostéo, finalement tu révises indirectement tout le temps parce que quand tu manges, quand tu vas, Tu quand vis, tu vas à tu l'école, parles, tu etc., manges ostéo, tu hein. parles d'ostéo, etc. Et dès que tu as une question, voilà, si vous êtes à 3, il y en a toujours un qui va avoir une réponse ou qui sait où aller chercher, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, j'avais bien choisi avec Olivier, parce qu'on l'appelait Wikipédia. Il avait toujours la réponse dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Ça n'existait pas Wikipédia à l'époque. Ça oui, Internet était en noir et blanc. Bah, à ce moment-là. 1800, tout ça, c'est ça. Hein. Ouais, Le c'est Moyen-Âge et tout. Et pour la petite anecdote, hein, je balance, c'est-à-dire, il était plutôt rageant, Olivier. C'est-à-dire qu'en cours, généralement, il s'assoupissait un peu. Le prof posait une question un peu technique. Tout le monde fermait sa tronche parce qu'on ne savait pas comment répondre. Il se réveillait doucement. Il répondait juste et puis il se rendormait. Voilà, et ça énervait tout le monde. Pareil, pour les révisions, ça, c'était un truc de ouf. C'est un mythe. Mais non, c'est pas un mythe, c'est pas un mythe, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Le petit part, dit ouais, je vais bosser. Puis il revient une demi-heure après, tu fais quoi? Je vais me balader. Il dit mais ouais, j'ai vu mes cours, quoi. Ok, très bien. Et toi, ça faisait 2 nuits blanches que tu étais sur tes trucs. Ouais, Quand tu regardais les murs blancs, tu voyais des lignes de cours. Ouais, je m'en rappelle bien. Ça m'étonne pas trop qu'aujourd'hui, justement, transition, tu sois responsable du pôle recherche de l'école. Comment ça s'est fait, en fait? Comment t'es arrivé là, au final? Alors, le pôle recherche, en fait, ça a démarré pendant les études parce que la direction de l'école, à l'époque, a décidé de créer ce pôle en 2009-2010, donc sur la fin de nos études, dans l'idée que voilà, une école en Bac plus 5, c'est une profession qui doit se questionner sur sa pratique et doit avoir une activité de recherche. Et ils ont proposé à des étudiants de l'époque de participer à des projets de recherche dirigés par un universitaire, c'était Pierre Guilleneuc. Il faut que je le cite parce que quand même c'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'était à l'époque le chef de service des explorations fonctionnelles au CHU de Nantes. Depuis, voilà, il est à la retraite. Et donc, il nous a coachés sur la mise en place de ce labo de recherche. Donc, on est parti de zéro, on a découvert, sans forcément de connaissances particulières. On a joué avec des électrodes et des machins pour prendre des mesures, etc. Et, donc, l'expérience de 1000 grammes. Voilà, dedans, c'est ça, ok, voilà, d'accord. des coups de jus. Et on avait vraiment un truc pour faire des coups de jus, pour mesurer la vitesse de conduction Ouais, je me rappelle de ça. et tout. Ouais, c'était assez rigolo. Et donc voilà. Et puis après les études, du coup, on m'a proposé de rester assistant à l'école et de rester à faire vivre un petit peu ce labo de recherche. Et ça s'est transformé progressivement après en coordination pédagogique, etc. L'équipe s'est agrandie. J'ai travaillé d'abord avec Elsa Tavernier et Barbara Labour. Et ensuite, maintenant, c'est Maxime Salmon et Marie-Alice Hilerito qui font du super boulot. Et on fait tourner le labo tous les trois. Il y a eu beaucoup de choses depuis ces 10 ans, quoi. Et 10 ans qu'on s'est structuré. On s'est formé aussi. On a tous fait un Master 2 après nos études pour avoir des connaissances, des compétences en plus en méthodo, en statistique, etc., pour savoir un petit peu ce qu'on Les pouvait stats, faire. quel bonheur. Ouais, c'est génial.
Et d'ailleurs, tu vas en avoir un petit peu à faire. Ouais, C'est ça. Bientôt, ça arrive. Petite goutte de transpiration. Parce que Olivier, tu as un peu un regard sur tous les mémoires qui se font à l'école, en fait. Ouais. Je vois à peu près tout le monde au moins une fois pour parler de son mémoire et de ses questionnements et comment résoudre les différentes difficultés qu'il peut y avoir. Et donc voilà, et du coup, recherche et mémoire, c'est lié parce que donc il y a la partie recherche, mais du coup, on était en charge aussi d'enseigner aux étudiants la méthodologie scientifique, mais avant tout aussi de l'esprit critique. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est de s'assurer que à la fin, la personne qui est diplômée, elle ait un regard critique sur sa pratique. C'est-à-dire que, ok, elle a sa sensibilité, elle a ses préférences, etc. Mais quand on va lui servir une nouvelle information, elle va se dire, ok, de qui ça vient, est-ce que je peux vérifier l'information, est-ce que ça me paraît cohérent, etc. C'est juste ça, ce regard critique qui est important pour nous. Et après, comment ça se matérialise, c'est par la mémoire. Et par contre, là, c'est un gros boulot, c'est trouver un sujet qui nous branche, un questionnement, et puis adopter une méthodologie scientifique pour y répondre le plus justement possible, avec le moins de biais. Mais ça, c'est impossible, il y a toujours plein de biais. Mais je pense, vous me direz ce que vous en pensez, et toi en particulier, Olivier, mais justement, l'ostéopathie, le propre de l'ostéopathie, justement, comme c'est fait par un humain sur des humains, qu'il y a comme je dis, tu parlais de sensibilité, c'est une discipline où il y a énormément de biais, je pense, pour réussir à construire des études scientifiques solides par rapport à ça. Alors, je pense qu'on a quasiment autant de biais que les autres. C'est une discipline où il y a beaucoup de subjectivité. Ouais. Donc, subjectivité palpatoire, entre autres. Maintenant, après, dans toutes les autres disciplines, il y a la subjectivité relationnelle, interpréter une situation, etc. On est tout le temps dans la subjectivité, dans l'humain, finalement. Dès qu'on est dans l'humain, on est dans les sciences humaines. On a la subjectivité palpatoire en plus. Mais il y a une chose que je retiendrai toujours, une phrase qu'un prof de stats m'a dit, c'était c'est pas parce que c'est subjectif qu'on peut pas l'analyser objectivement. C'est-à-dire que on fait une mesure subjective, ok, mais on peut l'analyser quand même avec du recul et puis prendre ça en compte, et c'est pas un problème en fait. Et il faut, parce que sinon c'est intrinsèque à ce qu'on fait. Donc voilà. Et c'est une erreur en fait de trop vouloir enlever cette part-là, parce que dès qu'on enlève cette subjectivité, finalement, on se déconnecte de la clinique, de l'humain, et puis après les résultats, il ne veut plus rien dire, et puis ça parle pas aux praticiens. Et avant tout, la recherche, il faut qu'elle parle aux praticiens. Sinon, oui, juste, derrière, il faut, au final, il faut qu'il y ait quand même une plus-value apportée à la pratique, que ça apporte quelque chose au cabinet, quoi. Plus le temps passe, plus on part de ça avec les étudiants, c'est-à-dire, ok, ton mémoire, qu'est-ce que tu aimerais qu'il apporte à la pratique, ou alors à l'enseignement, parce qu'on peut faire des mémoires sur de la pédagogie aussi, mais concrètement, quand quelqu'un va lire ton mémoire, qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne? On part de ça, avant tout. Ok. Est-ce que vous avez des petites questions, des choses? Je suis assez d'accord. Et après, dans le choix de la thématique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu quand on a dû choisir un thème dès la P3, donc la 3e année. Il faut faire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, il faut faire quelque chose qui nous plaît aussi, parce que c'est quand même assez long, sur 3 ans. Donc là, on est dans la dernière phase, entre guillemets, jusqu'à la soutenance. C'est un cheminement, il y a de la réflexion, mais il faut un sujet avant tout qui nous plaise, parce que sinon, je pense qu'on s'enferme dans quelque chose d'assez compliqué, surtout si le mémoire, pour nous parle pas vraiment. Ça va être compliqué de s'y mettre. Non, mais c'est vrai qu'on fait parfois, il y a des gens qui adorent faire de la recherche et qui adorent faire un mémoire, et puis il y en a peut-être moins envie, ou ça leur parle moins. En tout cas, c'est mon cas, et j'ai pas honte de le dire. Mais j'ai choisi un sujet, en tout cas, qui m'intéresse vraiment, et ça m'a complètement changé la façon de voir les choses. Ça m'a non seulement apporté aussi du côté social, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens, et ça, c'est hyper important. Et même si mon mémoire n'est peut-être pas le mémoire le plus scientifique, entre guillemets, hein, voilà. En tout cas, j'apporte non seulement quelque chose pour moi, peut-être aussi pour les futurs professionnels qui voudront... Maintenant que tu nous as teasé, là, c'est quoi le sujet? Je travaille sur les cascadeurs, parce que voilà, les chats font pas des chiens, et inversement.
J'étais cascadeur, et donc j'ai décidé de faire un mémoire là-dessus, et que ça me parle beaucoup parce que Donc, j'en côtoie potentiellement, beaucoup. ils peuvent avoir besoin d'ostéopathes. Voilà, petit c'est peu, ça. bon. Et c'est un sujet qui n'avait pas forcément été abordé avant, et ça me plaisait vraiment parce que ça me parle. Et du coup, voilà, j'ai choisi un sujet pour ça. Ouais. Important, ouais. C'est Choisir un truc qui porte. indispensable, ça. Ouais. Et, plus que tout. À la limite, je m'en fous si le mémoire est pas très scientifique ou pas. Tant que ça vous plaît et que vous y trouvez du sens, c'est hyper important. Et cette année, donc on a eu des nouveaux étudiants qui sont arrivés à l'école et qui n'étaient pas passés par la 3e année, donc qui n'étaient pas encore entre guillemets formatés, parce que forcément on formate les étudiants, on leur dit bah voilà, c'est ça le cadre, c'est ça qu'on attend de vous, et voilà. Et j'ai eu 2 étudiantes qui m'ont dit bah moi pour ma mémoire je veux écrire un bouquin, et moi pour ma mémoire je veux faire un jeu de société. Et j'étais estomaqué, j'étais hyper content, puis je me dis ah c'est trop bien, c'est des nouvelles idées, et du coup ça nous fait prendre du recul. Et puis le jeu de société, ça a dû te ouais. plaire. Ah bah ouais, forcément. Et du coup je me suis dit mais on formate presque trop déjà dès la 3e année. Et ok, c'est quoi? Il faudrait juste partir de ok, c'est quoi ton idée? Comment tu veux kiffer tes 3 dernières années avec un truc qui ait du sens, qui apporte quelque chose aux praticiens et qui a de l'esprit critique. Ok, tu as envie de faire ça, bah, comment on peut le transformer en mémoire, quoi. Et c'était hyper intéressant de réfléchir à ça. Bah, écoute, merci beaucoup Olivier. J'aurais peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, peut-être aux P3 plutôt, qui vont débuter, alors au-delà du fait de choisir un sujet qui plaît. Je sais que des fois, il y a des mémoires qui nécessitent de l'expérimentation, des choses comme ça. La chose que je dirais, c'est de vraiment en amont aller solliciter les personnes et aller trouver des sujets pour avoir une base de sujets, de cobayes justement assez importante. Souvent, c'est assez sous-estimé de la part des étudiants la difficulté à recruter dans les études. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses à dire par rapport à ça, ou pour faciliter l'écriture, ou pour même dans le choix du sujet ou ce genre de choses? Bah, le choix des sujets, on en a un peu parlé. Ouais. C'est vrai que c'est plus important. Il faut bien différencier. Il y a des étudiants qui vont aller choisir un sujet parce qu'ils sont curieux d'un domaine. Et en fait, finalement, ils en font assez vite le tour. Et puis, bah, en fait, ils ont leur réponse en quelques mois. Et puis, mais puis, il y a l'erreur de rester sur ça, alors que finalement, on a moins d'intérêt qu'au début. Donc, il faut aussi différencier un sujet transitoire, un sujet sur lequel on va passer 3 ans dessus, quoi. Donc, ça, c'est assez important. Et après, mais ça en général les étudiants le savent, la capacité des gens à comment dire, à respecter la forme qu'on demande. C'est un travail de synthèse, d'écriture, et ça, y a tous les profils ne correspondent pas à ça. Il y a des gens pour qui c'est la croix et la bannière de remplir une page blanche ou de voilà. Et voilà, on est quand même dans cette forme-là. Donc les personnes qui vraiment ont la boule au ventre par rapport à ça, faut pas hésiter à en parler assez vite, parce que il y a des solutions qui existent pour pédagogiquement arriver à mettre ses idées sur papier, à synthétiser, etc. C'est pas simple, mais on peut y arriver. Donc voilà, ça c'est un des écueils importants aussi qu'on peut avoir. Okay. Voilà. Merci beaucoup Olivier. De rien. Avec plaisir. Eh ben, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. On va avoir droit à un petit point actualité par un spécialiste du sujet. À tout de suite. Et donc là, on accueille Mathis, qui est en 5e année. Oui, okay. Tout à fait. Je te laisse te présenter un petit peu, parce que tu es étudiant, mais tu as aussi différentes fonctions vis-à-vis des étudiants en ostéopathie et en France. Peux-tu nous dire quel est ton rôle, ce que tu fais, et nous faire un petit point sur l'actualité, alors plutôt, on va dire, politique de l'ostéo en France? Oui. Moi, je m'appelle Mathis Briet, je suis étudiant en dernière année donc à Nantes. Et actuellement, je suis vice-président en charge du tutorat national au sein de la FEDEO, la Fédération nationale des étudiants en ostéopathie. Par le passé, j'ai pu m'occuper aussi du tutorat à Nantes, notamment, et puis être en relation avec différentes fédérations étudiantes, donc sur Nantes et la FEDEO pour les études en ostéopathie. Donc voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Et pour ce qui est donc de l'actualité, ce qui a un peu chamboulé le monde ostéopathique, le paysage ostéopathique français ces derniers temps, c'était le renouvellement des agréments des écoles.
Les agréments, c'est quelque chose qui est quand même plutôt récent au final. L'ostéopathie en France, elle est encadrée depuis 2002 et le système des agréments est passé en décret en 2014 avec une première vague d'agréments en 2015 qui a fait diminuer le nombre d'écoles de je ne sais plus trop combien à 31. 65, ouais, j'aurais dit dans les 70, ouais. Donc ça a quand même bien diminué à l'époque. Et pour les néophytes, c'était nécessaire. Alors en fait, la volonté autour de ces agréments, dans les agréments, il y a tout un nombre de critères qui définissent la qualité de la formation, que ce soit au niveau de la qualification des enseignants, leur nombre, le nombre d'étudiants accueillis en fonction des locaux, le matériel qui est disponible, le Wi-Fi dans les, dans les écoles. Bref, en tout cas, il y a tout un tas de critères, 60, 70, quelque chose comme ça. Et toutes les écoles, du coup, ne les respectaient pas, puisque l'encadrement était assez flou, on va dire, depuis 2002 et le début de l'encadrement de la profession et de la formation. Et donc, l'idée, c'était de diminuer aussi un petit peu le nombre d'écoles, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, et d'avoir quelque chose de plus cadré, de plus carré. Donc il y a eu des premiers agréments en 2015, il y a des écoles qui ne les ont pas obtenus, il y en a qui ont réussi à les obtenir en deuxième instance en 2016. Et donc le premier renouvellement se faisait en 2020. Il a été repoussé en 2021 avec la crise sanitaire. Et c'est donc le premier gros renouvellement. En 2015, il y a eu des choses qui sont passées qui étaient peut-être un peu juste, mais en même temps, il y a des écoles qui n'avaient pas forcément de clinique interne, et en avoir une qui tourne en 6 mois à peine, parce que le décret est tombé à peine 1 an après la rentrée d'application, c'était quand même un peu compliqué. Donc les écoles avaient des comptes à rendre 5 ans après, pour avoir par exemple une clinique qui tourne, des locaux adaptés par rapport au nombre d'étudiants, des profs qui sont qualifiés, etc. Et donc on arrive en 2021 et effectivement ces agréments doivent être renouvelés. Donc comment ça se passe? Il y a la Commission consultative nationale d'agrément, la CCNA, qui se réunit, qui est constituée de 16 personnes. Il y a 4 représentants des institutions, donc l'inspection générale des affaires de santé, la direction générale de l'offre de soins, un représentant de l'enseignement supérieur et un représentant des ARS pour la partie administrative. On est encadré par les mêmes décrets que les chiropracteurs pour leurs écoles. Donc il y a 2 chiropracteurs et 2 médecins qui sont affiliés à l'étude du dossier de l'unique école de chiropraxie en France, qui est en 2 sites à Paris et à Toulouse. Et pour l'ostéopathie, il y a donc 4 représentants des ostéopathes exclusifs, 2 médecins ostéopathes et 2 kinésithérapeutes ostéopathes. Et donc cette commission s'est réunie au début de l'été 2021 là, pour statuer sur les dossiers des 31 écoles et de 2 nouvelles écoles qui avaient demandé une ouverture. Ce qui était déjà un petit peu tard, parce que c'était pour statuer pour la rentrée 2021, donc à peine 2 mois plus tard. La commission, elle a rendu son avis courant juillet, le ministère l'a suivi, et donc fin juillet, voilà, ça tombe, il y a 9 écoles qui perdent leur agrément sur 31, donc ça représentait quand même entre 1500 et 2500 étudiants à peu près. C'est ça, et puis vu que le timing est hyper serré pour ces étudiants, ça veut dire changer d'école ou essayer d'en trouver une très vite, quoi. Ouais, c'est ça qui était compliqué, et même avant que la commission se tienne, il y avait quand même des voix qui s'élevaient par rapport à la temporalité de la tenue de cette commission. Et donc voilà, on se retrouve à peine 1 mois de la rentrée, il y a 2000 étudiants qui ont à peu près rien pour la rentrée, puisque les écoles sont censées fermer. Alors c'est pas aussi simple que ça, je vais y revenir après. Mais voilà, donc ces étudiants-là, ils sont un peu dans le flou. Il y a pas mal d'instances qui leur disent d'aller dans les écoles qui sont agréées, puisque pendant ce temps-là, il y a des écoles qui ont obtenu des augmentations de places pour pouvoir tamponner un petit peu. Et les écoles, elles vont essayer de rouvrir de toute façon en faisant des recours au niveau des tribunaux. Donc voilà, courant juillet, c'est un petit peu le flou, c'est un peu la panique pour les étudiants. On est à peine 1 mois de la rentrée. Et donc la rentrée arrive. Nous, au niveau de la FEDEO, par exemple, on a pu obtenir l'ouverture de la plateforme Parcoursup pour les étudiants qui pouvaient tenter de se réorienter dans l'enseignement supérieur. Mais ça n'allait pas convenir à tout le monde. Et donc ces étudiants-là, ceux qui étaient en cours de cursus, de toute façon, ils n'avaient aucune passerelle, donc ils se retrouvaient avec rien. S'ils reprenaient des études, c'était potentiellement en licence 1. Et ceux qui devaient obtenir leur diplôme, par exemple en septembre, avec des rattrapages par exemple, c'était fini, il fallait qu'ils le récupèrent avant septembre. Donc niveau temporalité, c'était un peu compliqué, et mois de septembre, on était plutôt dans le flou, puisque les écoles, elles ont fait des recours en référé suspension. Donc c'est une demande faite au tribunal qui demandait à mettre en pause, entre guillemets, la suspension de l'agrément,
Donc l'école n'est pas réagréée pendant un temps. Donc elle est un peu dans un entre-deux et elle demande au ministère de réévaluer son dossier. Et pendant que le ministère n'a pas réévalué le dossier, l'école peut rester ouverte, donc c'est temporaire. Il y a des écoles qui l'ont obtenu. Il y a des écoles là sont vraiment sur le fil, quoi. Ouais. Alors c'est plus compliqué que ça, forcément, parce que là on est qu'en septembre pour l'instant. Mais donc voilà, en septembre, il y a des écoles qui ont obtenu ces recours-là et donc qui ont eu leurs dossiers qui sont retournés au ministère et qui devaient être tranchés. Et il y a des écoles qui ne l'ont pas obtenu, qui étaient censées donc fermer, qui n'avaient plus le droit de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie, ni de délivrer le diplôme. Et sauf que donc il y a des écoles qui elles sont restées ouvertes. Sans savoir ça. Avec ou sans référé, ça dépend. D'accord. Donc évidemment, il y a du cas par cas à faire, mais donc ça c'était une problématique déjà. Et il n'y avait pas forcément grand-chose qui se passait, donc il y a des décisions dans les tribunaux qui étaient en train d'être faites. Et le 22 septembre, ça tombe comme ça, le ministère, communiqué de presse du ministère, les 9 écoles récupèrent un agrément provisoire d'1 an. Ok. C'est tombé un peu comme ça, sans trop prévenir. Et donc c'était un peu un tollé. Il y a pas mal de communiqués de presse des différentes instances qui sont tombés. À la FEDEO, on en a sorti un aussi. Et donc ce communiqué, il disait en gros que ces écoles-là donc récupéraient un agrément provisoire d'1 an. C'était au cœur du truc quand il a fallu accueillir des nouveaux élèves. Comment ça s'est passé au niveau de l'école? Donc l'école a pu avoir un peu de place en plus, c'est-à-dire pour tamponner, c'est ça? Est-ce que pour qui les écoles ont récupéré leur agrément, là, est-ce que certains élèves sont repartis ou pas, ou comment ça s'est passé? Pas réellement. En fait, on a courant septembre, lorsque les premières décisions sont tombées, on a un étudiant qui était là depuis 2-3 jours, à peine une semaine, qui est reparti. D'accord. Et un qui devait arriver, qui finalement n'est pas venu, qui est resté dans l'école. C'est des 5e années, et donc les 5e années, une école qui récupère un agrément pour 1 an, ils se disent voilà, j'ai plus qu'un an à faire, autant retourner dans mon école. Et voilà, donc tous ceux qui avaient déjà commencé l'année depuis le début, donc il y en a 6 ou 8 en 5e année, eux ils sont restés. D'accord, ok. Et puis tous les autres sont restés. Tous ceux qu'on a recrutés dans l'été et puis qui sont ça qui ont été fait acceptés. Combien d'élèves à peu près qui sont arrivés À peu près 25, je dirais, en tout. Sur toutes les promos? Peut-être le chiffre exact, mais je sais qu'il y en a 12 en 4e année, 8 en 5e et puis 2-3 en P2 et en P3. Donc environ 25. Ouais. Ok, d'accord. C'est vrai que c'était un peu la folie du coup cet été à recevoir les dossiers, à avoir des. Alors moi j'ai pas eu des gens directement au téléphone, mais les étudiants, les parents paniquaient au téléphone. J'imagine bien. C'est vrai que c'était beaucoup de stress pour eux. Ouais. Et ça fera peut-être l'office d'une autre émission sur l'accueil justement de ces élèves et puis de parler un peu de, même si les agréments ont pour but de rendre carré un peu tout ça, il y a quand même encore des grandes différences dans la manière de fonctionner des écoles. On poursuit le parcours. Ouais. Juste pour rebondir rapidement, après, aussi nous à Nantes par exemple, on n'était pas dans une trop mauvaise situation puisqu'on a eu une augmentation d'effectifs pour pouvoir tamponner les étudiants. Mais il y a des écoles qui, elles, ont renouvelé leur agrément mais ont eu des baisses d'effectifs et qui dans le même temps devaient accueillir des étudiants qui venaient d'autres écoles et qui, pour pouvoir accueillir des étudiants d'autres écoles, devaient virer des étudiants de leur propre école. Ah ouais? Ouais, c'est arrivé et du coup il y a des étudiants qui ont été un peu balancés à droite à gauche comme ça. C'est-à-dire que des élèves qui étaient chez eux depuis un moment et ils ont dû les virer. Ouais. Comment ils sont choisis? Il y a une école qui a perdu 100 en capacité quoi. Ouais, du coup elle aussi a fait un référé parce qu'elle ne voulait pas. Et voilà, il y a aussi cette problématique là qui s'est posée, qu'il y a des étudiants qui étaient dans une formation mais qui devaient aller à un autre endroit juste pour pouvoir accueillir des étudiants qui venaient d'une autre formation qui elle avait fermé. Ils sont partis en Squid Game pour les éliminer? Comment ça s'est passé? 1, 2, 3 soleils. Il y a eu des histoires aussi. Il y en a qui prenaient ceux qui étaient un peu les derniers de la promo entre guillemets. Il y en a qui normalement ils étaient censés privilégier le fait de ne pas faire rentrer les étudiants en première année. Du coup, il y a des écoles qui prenaient quand même des étudiants en première année parce que c'était engagé, etc. Enfin, beaucoup de problématiques. Est-ce qu'il y a eu des élèves donc en D2 l'année dernière qui sont arrivés en juillet et qui ont eu leur diplôme au sein de l'école, mais qui ne peuvent pas pratiquer parce que l'école n'a pas l'agrément? Non, normalement, s'ils ont reçu leur diplôme avant que l'école perde l'agrément, donc avant le 1er septembre, c'était bon.
Ok. Puis, Et puis là, ça l'école va n'avait pas le droit passer d'ouvrir en septembre, mais elle avait le droit Ok. de terminer son année scolaire Ok. en cours. Personne n'est sur le tapis là. Normalement, ceux de l'année dernière, c'est c'est bon pour logique. eux, sauf s'ils ont redoublé. Ok. Normalement. Oui, ok. Ouais. Ouais. Mm. On revient fin septembre, le communiqué tombe. Et bon, bah, c'est bien marrant, il y a un communiqué qui est tombé, mais derrière, il faut quand même des textes de loi. Et donc, le communiqué, c'était le 22 septembre. Le 1er octobre, il y a un décret qui sort et qui modifie en fait le décret de 2014 qui encadrait l'agrément, en disant en gros que le ministère s'autorise à distribuer des agréments provisoires aux écoles, même si elles ne respectent pas les critères d'agrément. Dans la foulée, il y a un arrêté qui sort pour autoriser le décalage de la rentrée scolaire au 20 octobre, puisque les écoles qui étaient censées ne plus avoir d'agrément ne sont pas censées avoir fait Merdier leur cours. administratif. Purée. Sachant que, logiquement, les écoles qui ont perdu leur agrément, si elles ont donné des cours courant septembre alors qu'elles ne l'avaient pas, ils ne sont pas comptabilisés dans le décompte de la formation, donc elles doivent les rattraper à un moment, ces cours-là. Donc ça, c'est une problématique aussi. Et donc ce décret-là, il autorisait les écoles à faire des demandes d'agréments provisoires dans les 10 jours qui ont suivi, etc. Et au final, ces agréments-là sont tombés les 19 et 20 octobre. Donc vraiment, dernière minute. On regardait le journal officiel tous les jours. Et au final, donc, les écoles ont bien toutes récupéré leur agrément provisoire, sauf une, du coup, Atman, qui est à Sophia Antipolis, qui, elle, a préféré conserver son jugement pour le référé suspension pendant 1 an. Ce qui est plutôt malin, puisque les écoles qui, elles, ont récupéré un agrément par décret, dans cet agrément-là, il y a le 2e article du décret qui spécifie que les écoles ont jusqu'à fin janvier 2022, pour fournir une preuve comme quoi elles se sont mises en conformité sur certains points qui, là, sont précisés auprès du ministère de la Santé. Ce qui fait que, du coup, Atman, elle n'y est pas soumise, vu qu'elle n'a pas de décret. Elle a jusqu'à l'année prochaine, en fait. Ok. Et donc là, déjà, il y a quelque chose qui était intéressant avec ces décrets-là, c'est qu'ils publiaient clairement aussi les points, assez vaguement quand même, mais les points qui posaient problème, alors qu'il y a des écoles qui, des fois, disaient « Bah oui, mais nous, on nous a enlevé l'agrément parce qu'il manquait 1 mètre carré pour un étudiant, ou un truc dans le genre, ou des soucis administratifs. » Sachant que les décrets, c'est des dossiers qui sont purement déclaratifs, donc les écoles mettent quand même un peu ce qu'elles veulent dedans. Même si logiquement, elles mettent ce qu'il faut dedans. Enfin, si elle mettait tout ce qu'il faut dedans, normalement, il n'y aurait pas eu d'école qui... Logiquement. Mais bref, donc là, au moins, ça donne une idée aussi des problématiques qui sont remontées dans les écoles. Et en général, il n'y en avait pas qu'une seule, contrairement à ce que certaines disaient. Et donc, on arrive là, en octobre. Et ce qui était précisé aussi dans le communiqué du 22 septembre du ministère de la Santé, c'est qu'il y avait une mission de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est en gros la police du ministère de la Santé, qui devait inspecter le cadre réglementaire de ces écoles, c'est bien précisé ces écoles-là, les 9, alors que certains voudraient qu'elles descendent dans à peu près toutes les écoles pour vérifier l'ensemble de la formation, ce qui s'entend aussi. Et donc pour étudier le cadre réglementaire de ces écoles, alors c'est une formulation assez spécifique. À lire. Accrochez-vous bien. Non, mais c'est étudier le cadre réglementaire de ces écoles, les conditions de délivrance des agréments, l'exercice professionnel, ainsi que la cible démographique de ces professionnels. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations de cette phrase pour voir un peu ce que ça veut vraiment dire. Ouais. Et sachant que là, aujourd'hui, donc là on est le 10 novembre, c'est mon anniversaire. Ah ouais, joyeux anniversaire. Mais aujourd'hui, donc cette mission, elle n'est pas encore lancée. Elle est en cours de création auprès du ministère, mais elle n'est pas encore lancée. Et nous, auprès de la FEDEO, on craint plusieurs choses par rapport à ça. C'est soit qu'elles rendent des comptes beaucoup trop tard et qu'au final, on se retrouve en été 2022 à revivre en été 2021 avec des écoles qui ferment, d'autres qui perdent, etc. Et au final, c'est le même problème, mais avec un été de décalage. Ou au contraire, qu'il y ait des choses qui se passent beaucoup trop tôt dans l'année et que les étudiants se retrouvent avec rien, mais en janvier. Par exemple, ou en février, enfin en cours d'année, et qu'il n'y ait même pas la possibilité de se réorienter au dernier moment, comme c'était le cas l'été dernier. Au minimum, une année perdue, quoi. Ouais. Pour les étudiants. Même une demi-année. Tu penses vraiment qu'ils fermeraient des écoles en plein milieu d'année Bon, je pense pas, non, quand même, franchement. Mais c'est assez violent. si jamais ça devait se produire pour une raison X ou Y, que ce soit de la part du ministère ou par rapport à d'autres actions, je ne sais pas, eh ben, ce serait quand même une problématique aussi et il faudrait les gérer, ces étudiants-là. Sachant que dans tous les cas, de toute façon, si à un moment il y a des écoles qui doivent fermer, il y a des étudiants qui se retrouveront à la rue
le but, c'est quand même, enfin ce que nous on essaie de porter comme message et que beaucoup essayent quand même, je pense, de porter, c'est d'avoir des réductions qui sont plutôt échelonnées sur le temps pour essayer de tamponner et qu'il n'y ait pas encore une fois 2000 étudiants qui arrivent d'un coup et qu'il faut répartir à droite à gauche. Et ce truc d'échelonnage, ça risque d'être un peu technique. Ça veut dire que soit on fait une école par une école, puis comment on l'a choisi, ou alors on réduit les effectifs progressivement des écoles. Mais alors là, niveau de la gestion pour l'école... Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est un petit peu compliqué de se dire qui est-ce qu'on fait diminuer, comment. Et puis, voilà, admettons que ces 9 écoles-là, finalement, en fait, elles soient complètement conformes. Bah, comment est-ce que ça se passe ? Le nombre d'étudiants, il ne va pas diminuer comme ça. Une école, par exemple, il y a des locaux qui sont alloués. Bah, faut pouvoir payer le loyer. Et si c'est pour 2 fois moins d'étudiants, au final, c'est plus forcément rentable pour l'école, etc. Enfin, il y a des grosses problématiques qui se posent, quoi. Pour les étudiants, le stress et... ceux qui sont dans ces 9 écoles, j'imagine que... On parlait tout à l'heure de l'arrivée un peu tendu, en P1, P2. Ceux qui sont arrivés ici dans un état... il y en avait qui étaient encore en Airbnb transitoire, qui n'avaient pas d'appart. C'était compliqué. C'était en suspens, quoi. Mais du coup, ça soulève pas mal de questions, tout ça. Déjà, il y a une question un peu de comment est-ce que la profession, sa formation, elle est considérée, parce que du coup, il y a des écoles qui l'ont confirmé, qui ont rouvert, qui ont refermé. Il y en a qui sont restées ouvertes alors qu'elles n'avaient pas le droit. Et au final, voilà, quelle reconnaissance il y a là-dedans. Les étudiants, eux, ils se retrouvent en cours de cursus, ils ont fait 3 ans, 4 ans d'études, ils n'ont rien du tout. Ils se retrouvent à n'avoir aucune passerelle. C'est le cas aussi pour les étudiants qui sont diplômés. Au final, pour faire un Master 2, pour faire un doctorat derrière, c'est plutôt compliqué parce qu'il n'y a pas de passerelle non plus. Et même, enfin, voilà, c'est des questions même d'ordre plus général sur ce système d'agrément. Est-ce qu'au final, dans le temps, c'est viable qu'il y ait un coup près qui tombe un peu tous les 5 ans avec des écoles qui ferment, d'autres qui ouvrent Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mode de fonctionnement qui serait possible? C'est un peu des questions qui se posent en ce moment et qui vont certainement se jouer là dans l'année à venir, en tout cas. Ok. Merci pour ce point fort complet. C'est précis. Il y a du niveau. Il y a un gros niveau. On sent que tu as bossé le dossier purée. Ah ouais, bah là, on était assez... Vous étiez au taquet. Ouais. Ok. On est pas mal là au niveau actu. Il y a 2-3 trucs que tu avais encore en stock, mais je pense qu'on peut les garder pour la prochaine fois. À moins que comme vous voulez. T'es bien lancé là. Allez, on peut faire un point assez rapide. On va dire peut-être un petit dernier point. Sur l'aspect différence France et autres pays. Ouais. En fait, donc tout ça c'est quand même le système français qui est assez spécifique au final. Mais que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau du monde, au final, la législation qui encadre l'ostéopathie, elle est hyper disparate. La temporalité au niveau de la législation n'est pas du tout la même. Il y a des pays qui ont commencé à réguler dès les années 70. En France, c'était en 2002. Il y en a qui l'ont fait il y a 1-2 ans. Il y en a qui sont encore en train de le faire. Au niveau de la formation, là, donc il y a quand même pas mal de problématiques qui se posent actuellement, mais on a quand même une des formations les plus rigoureuses au monde au niveau de l'ostéopathie dans les professions qui sont hors profession de santé. Il y en a des fois où c'est inclus dans un cursus de médecine, par exemple, plus ou moins. On est le seul pays où toutes les fiches de cours sont décrites et noir sur blanc, etc. Ouais. Les décrets, eux, ils sont hyper bien faits quand même par rapport à ça, parce que les carnets de clinique, par exemple, les pages sont dans les décrets, au final, dans les annexes des décrets. Okay. Toutes les fiches de cours sont décrites, etc. Et donc, par rapport à d'autres pays où il me semble plus qu'en Europe, il y a des pays où le titre n'est plus protégé. Par exemple, mais il y a des pays où il y a encore des distinctions vraiment très nettes, très franches entre les différents praticiens d'ostéopathie, selon qu'ils soient professionnels de santé ou pas. Il y a des pays où les ostéopathes n'ont pas forcément le droit de première intention, où ils ont plein d'actes qui ne sont pas forcément autorisés, ou au contraire d'autres où il n'y a que les professionnels de santé qui pourraient être ostéopathes avec un certain nombre de compétences allouées. Donc au final, même s'il y a quand même des questions à se poser sur comment ça se passe en Europe, par exemple, la passerelle ostéopathe entre l'Europe et ailleurs est beaucoup plus simple que dans l'autre sens, par exemple. Donc voilà, même s'il y a des problématiques et des choses à régler chez nous, on a quand même une législation qui est carrée. On a eu des problématiques là récemment avec cette histoire d'agrément et de régulation de la profession, mais au moins ça n'a pas laissé non plus les gens indifférents. Donc il y a des choses qui se passent et des choses qui vont se passer, et je pense qu'on va quand même aller vers du mieux progressivement avec tout ça, d'autant plus qu'en termes de démographie, pour le coup, en Europe, d'un pays à l'autre, ça varie beaucoup, même au niveau du monde, mais en France, on a quand même le plus d'ostéopathes dans le monde. Toutes professions confondues, en prenant même professionnels de santé, on est entre 25 et 30 000 ostéopathes, ce qui est plus que toute l'Europe réunie quasiment. Donc voilà, faut
faut aussi voir cet aspect-là. Je vois par exemple en France, il me semble, il y a 2 audioprothésistes ostéopathes. Un bonjour à eux. Ok, d'accord. Mais voilà, après, il y a 17, 20 000 peut-être ostéopathes exclusifs pour le coup. Ouais. Donc on est quand même nombreux. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire pour encadrer tout ça et avoir quelque chose qui soit propre, carré, solide, qui tienne pour tout le monde, pour les praticiens, pour les patients, pour le monde de la santé, etc. On rebondira donc sur, voilà. les différences entre les différents pays et quand on en a déjà parlé un peu avec l'équipe de faire un thème sur aller bosser à l'étranger et comment ça se passe un peu plus à l'étranger en faisant venir des gens ou en interviewant des gens qui ont bossé à l'étranger justement. Parce que donc on arrive au terme de cette émission. Qui est passé beaucoup plus vite que je ne pensais. On est 3 heures de rush. Ouais, c'est ça. Le montage va être génial. Yes. Et j'en profite donc pour rappeler à tout le monde les trucs très classiques. Si ça vous a plu, partagez, likez, etc. Tous les trucs très très classiques, mais c'est important de le dire pour qu'il y ait plus de visibilité et que ça puisse toucher d'autres personnes intéressées éventuellement par cette émission. Mettre des commentaires pour quel thème vous voudriez voir abordé. Exactement, c'est ça. Je t'enlève les mots de la bouche. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est-à-dire n'hésitez pas à déjà nous faire des retours sur l'émission pour qu'on sache qui vous a plu, pas plu, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on creuse un peu plus, et à évidemment parler des sujets que vous voudriez voir abordés. On a déjà partagé un genre de petite page qui permet de voter pour les sujets qui vous plaisent le plus et proposer de nouveaux sujets. Voilà. En fonction des retours qu'on aura, on essaiera de faire évoluer la formule pour qu'elle puisse apporter le plus à ceux qui l'écoutent et que ça soit toujours au plus près des besoins, des problématiques que vous rencontrez en tant qu'étudiant ostéopathe, jeune diplômé ou en pleine installation, par exemple. Je pense que tout le monde a survoté pour ça. L'installation en cabinet, ça sera un gros sujet qu'on essaiera d'aborder. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Je remercie encore toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette 10 personnes émission. Voilà, et il y en a encore plus qui ont participé à droite et à gauche, une régie de ouf. Ouais. Merci encore une fois à l'école IDEO qui nous accueille. Et puis, je le souhaite, je vous dis à la prochaine. On va essayer de partir sur un rythme d'une émission par mois qu'on dispatchera sur des réseaux de manière différente en fonction de notre humeur. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Salut, bye.